seulement 6% des projets IA, enfin des entreprises qui avaient mené des projets IA, avaient pensé effectivement à l'aspect cybersécurité en amont. Je ne peux que être en phase quand j'entends que 2026, en termes de cyberdéfense, va être l'année de l'IA. Ça a déjà bien commencé en tout cas. Il faut utiliser l'IA et la chance qu'on a, c'est que la donnée, elle est là. Il faut juste la mettre au bon endroit. L'usage de l'IA dans le coding, c'est indispensable pour les entreprises. En défense, c'est très simple. Il faut se battre à armes égales. C'est-à-dire, aujourd'hui, une fois de plus, l'humain va continuer à jouer un rôle. On est toujours à risque, même avec des attaques, une fois de plus, qui restent basiques. Bonjour Eric Antibi, merci d'être venu sur notre émission Le Cybertalk. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. Je rappelle un petit peu, tu es directeur technique France chez Palo Alto. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ton parcours ? Avec plaisir. Bonjour Yasmine, mais déjà merci pour l'invitation. Alors mon parcours rapidement, moi ça fait un peu plus de 8 ans que je suis chez Palo Alto Networks, donc toujours dans des rôles de management technique, mais au début, on va dire, la société n'avait pas la même taille, donc on était une petite équipe, on faisait un petit peu tout, et puis maintenant, voilà, on charge de l'ensemble des équipes d'experts avant-vente, les experts sur les différentes plateformes, et puis les avant-ventes techniques qui sont en charge des grands comptes. Et en complément de ça, ma mission, c'est d'être porte-parole sur la partie technologie. Avant de rejoindre Palo Alto Networks, j'étais déjà, on va dire, dans une partie de protection de la donnée. Plus côté infrastructure, mais j'ai passé plus de 10 ans chez NetApp dans la partie protection de données. Donc tu as pu voir finalement la cybersécurité évoluer, ça tombe bien parce que justement on va en parler, hein. On va regarder comment ça a pu évoluer. J'ai pu voir le lien entre cyber-résilience et cybersécurité qui est pour moi je pense un point très important aujourd'hui. Ah bah super, on va pouvoir en parler. Alors on va avoir 3 thèmes qu'on va aborder. J'ai envie de commencer avec la fuite de données parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a beaucoup marqué l'écosystème de la cybersécurité et puis surtout qui a été très médiatisé, on en a entendu parler beaucoup en 2025 et justement j'ai envie de parler du rapport de Palo Alto qui est sorti récemment parce qu'il y a quelques chiffres moi qui ont attiré mon attention et je pense que ça vaut le coup d'en discuter. Alors le Global Incident Response Report 2026 de l'unité 42 explique que certaines attaques aujourd'hui exfiltrent des données en 72 minutes contre 285 minutes l'année dernière. Donc comment une entreprise aujourd'hui elle peut faire face finalement à une attaque qui est de plus en plus rapide, hein, vraiment assez fulgurante et flagrante, tout en gardant en fait des capacités d'alerte qui n'évoluent pas aussi vite. Je trouve que c'est très bien de commencer par ce sujet. On voit depuis 2-3 ans une très grande accélération de ce temps entre l'intrusion dans un système d'information et on parle avec n'importe quelle organisation, on sait qu'un jour ou l'autre, cette intrusion, elle pourra avoir lieu malgré toutes les précautions qu'on peut prendre et l'exfiltration des données, ou en tout cas le fait que les attaquants puissent arriver à leur objectif, qui est souvent du vol de données. Donc dans 25% des cas, tu as raison, c'est 72 minutes. 72 minutes ou moins, ce qui est incroyable, ça s'est vraiment beaucoup accéléré. Pour répondre à la question, je vais détailler, mais la réponse simple, c'est que pourquoi ces attaques vont de plus en plus vite, c'est parce qu'elles, pour le coup, elles utilisent, les attaquants en tout cas, utilisent l'IA, l'automatisation et les moyens modernes, j'ai envie de dire, pour que leurs attaques soient plus performantes, plus volumineuses et beaucoup plus véloces. D'accord ? Donc la réponse simple, c'est face à l'IA, il faut répondre avec de l'IA. Il y a toujours l'humain qui va intervenir, on y reviendra je crois un petit peu tout à l'heure, mais il faut vraiment booster sa protection avec de l'IA. J'aime bien raconter l'anecdote suivante finalement, c'est que moi qui suis dans la cyber, du coup, on l'a dit en introduction depuis maintenant quelques années, il y a quelques années, lorsqu'on avait, malheureusement, on accompagnait un client qui malheureusement avait subi une compromission ou une attaque, on menait l'enquête, et je dirais dans 99,9% des cas, quand on menait l'enquête, on se rendait toujours compte qu'on trouvait la raison après coup. On disait, tiens, c'est il y a 2 mois, il y a 3 mois, ils ont commencé par rentrer à tel endroit, un utilisateur qui a cliqué sur un lien, un site web. Mais ça veut dire qu'il leur fallait à l'époque 2 à 3 mois pour arriver à leur fin et arriver au ransomware ou au vol de données. Donc 2 leçons à retenir, ça prenait beaucoup plus de temps, on l'a dit, ça s'accélère. Et la deuxième, c'est que l'information, elle est bien quelque part, puisque quand on mène l'enquête après coup, on est capable de retrouver toute l'investigation, tout le chemin d'attaque. Donc, en synthèse, il faut utiliser l'IA, et la chance qu'on a, c'est que la donnée, elle est là. Il faut juste la mettre au bon endroit, dans un data lake, si possible, unique, avec un bon modèle de données, pour savoir utiliser l'IA et être le plus rapide et le plus pertinent pour détecter l'attaque et remédier, bien sûr, à cette attaque. Alors, je rappelle quand même quelque chose que tu as dit qui est très important, c'est vrai qu'on n'est pas du tout protégé du risque de fuite de données ou d'attaque en cybersécurité. Ça ne sert à rien de taper sur les entreprises à qui ça arrive, parce qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. On vit dans un écosystème où on est attaqué constamment. On peut bien se protéger, bien sûr, mais le risque zéro n'existe pas. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, l'un des retours que j'ai souvent, c'est de me dire, en face, on a des cybercriminels qui sont boostés à l'IA, donc qui ne dorment pas, en tout cas, les IA qu'ils utilisent leur permettent de pouvoir attaquer constamment, 24 heures sur 24,
d'évoluer aussi, parce qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. On a aussi l'IA agentique qui permet de prendre des décisions, donc de s'adapter aux réponses. C'est vrai que nous, côté défense, en fait, on ne peut pas rester juste sans l'IA, on est obligé d'intégrer également ça de notre côté, sinon on ne peut pas faire face en fait, à un flux d'attaques de cette nature. Exactement. En fait, on va y revenir aussi, mais on se rend compte que ce temps de réactivité dont on vient de parler est clé pour détecter et remédier. Et sans l'IA, on ne pourra jamais être assez rapide. Et dans les faits, dans ce même rapport, on voit que dans 89% des cas, c'est l'identité qui est compromise. Les attaquants ne passent pas par des stratagèmes extrêmement sophistiqués pour pénétrer dans le système d'information. Ils récupèrent, dans 89% des cas, du coup, des credentials, on appelle ça comme ça, des credentials légitimes, pour pouvoir rentrer dans le système d'information et puis après suivre leur chaîne d'attaque en un temps, on l'a dit tout à l'heure, extrêmement rapide et quelques dizaines de minutes. Donc il est vraiment clé déjà de prendre conscience de ça, de protéger ses identités avec déjà tous les mécanismes de protection les plus standards et les plus basiques, je pense au MFA, à tout un ensemble de protections qu'on peut mettre en place, et de savoir effectivement, une fois de plus, si jamais on est compromis, détecter quelque chose d'anormal qui est quand même en train de se passer pour pouvoir réagir très vite. Alors c'est bien que tu parles justement des droits d'accès, qui sont finalement une technique qui n'est pas très complexe, tu me confirmeras, mais on n'est pas sur des attaques extrêmement sophistiquées, parce que c'est vrai que quand on a vu l'IA arriver, on s'est imaginé des attaques extrêmement complexes, notamment comme l'attaque qu'il y avait eu à Hong Kong, où on avait eu un collaborateur qui s'était connecté avec 2 cybercriminels qui se sont fait passer pour des collègues à lui, puisqu'ils utilisaient du deepfake. Mais c'est vrai que quand je discute avec les RSSI, les CISO, et que je leur pose la question, je leur demande est-ce que c'est des cas qu'ils voient énormément. En fait, on me dit que ça reste encore, pour l'instant en tout cas, anecdotique d'avoir ce type de sophistication avec l'IA, mais qu'on reste plutôt sur des attaques basiques. Alors du coup, je me pose la question, on fait comment pour se protéger contre ces attaques basiques? Est-ce qu'on ne prend pas trop en considération ces attaques-là? Comment ça se passe? Une fois de plus, 2 choses. La première, donc déjà je confirme tout ce que tu viens de dire. Pour l'instant, on n'a pas détecté, il y a 2 choses par rapport à cette adoption de l'IA, d'accord? Côté attaquant, effectivement, on n'a pas détecté des nouvelles chaînes d'attaque, des attaques extrêmement sophistiquées. C'est vraiment, comme tu viens de le dire, sur des bases que les hackers vont s'appuyer pour faire fonctionner leur attaque. La seule différence, c'est que grâce à l'IA, une fois de plus, la qualité, si j'ose dire, de ces attaques, par exemple la crédibilité d'un mail de phishing, si je prends cet exemple que tout le monde a en tête, et la scalabilité, désolé pour le terme, l'anglicisme, et la vélocité des attaques, va croître de façon exponentielle. Donc du coup, on a beau avoir des bons mécanismes, on est toujours à risque, même avec des attaques, une fois de plus, qui restent basiques. Oui. Donc pour répondre à ta question, si elles sont basiques, s'assurer déjà qu'on suit bien les fondamentaux en termes de stratégie de zéro trust, en termes de gestion et de la bonne sécurisation de ces identités. Je reviens à mon exemple du MFA. Et ensuite, effectivement, comment on sait que ça peut arriver que les hackers arrivent à rentrer une fois de plus dans le système d'information, je l'ai dit tout à l'heure, mais être le plus réactif possible. Et pour être le plus réactif possible, pour détecter l'anomalie, on ne peut le faire qu'avec de l'IA. Ouais. Avec de l'humain aussi, mais l'IA doit être le premier rempart. Justement, j'avais aussi un autre point qui avait été soulevé, puisqu'on a fait pas mal d'émissions sur la question de l'IA dans le secteur de la cybersécurité. Je me souviens très bien d'un RSSI qui avait dit « Aujourd'hui, avec l'IA, ça a permis finalement d'abaisser le niveau d'entrée en termes de compétences sur le marché de la cybercriminalité. » Et quelque part, alors pour le citer, il disait voilà, on se retrouve avec des incompétents qui arrivent aujourd'hui à déployer des cyberattaques parce que l'IA finalement les booste. Et justement, quand j'avais regardé le rapport de Palo Alto, donc je cite, que dedans, il y avait justement une attaque où un amateur a été guidé par l'LLM pour exfiltrer des données et rédiger des messages de menaces qui étaient assez crédibles. Donc jusqu'où aujourd'hui la défense humaine peut vraiment suivre quand on a finalement même des personnes sans compétences qui se retrouvent accompagnées main dans la main avec l'IA? Il ressort dans ce rapport tout à fait qu'on a un exemple avec du vibe extorsion, donc du vibe coding, qui permet à quelqu'un qui a très peu de compétences techniques de créer une attaque. Du coup, pas forcément plus sophistiqué, ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit avant, mais plus professionnel. C'est-à-dire que ça va être extrêmement simple, déjà un niveau minimum, on va dire, pour que l'attaque puisse être crédible, si on peut parler de crédibilité pour une attaque, mais en tout cas puisse être efficace, sans aller chercher des choses trop sophistiquées. Et surtout, un amateur, effectivement, peut tout à fait utiliser ce genre de technologie pour arriver à ses fins. Et donc, là aussi, pour arriver à se défendre, on va utiliser l'IA, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais au-delà de ça, ce qui va être important, ça me fait penser à une anecdote, c'est d'avoir aujourd'hui de plus en plus de garde-fous. Donc on arrive à un deuxième sujet, c'est que comme les entreprises, elles, vont en plus utiliser de plus en plus, la surface d'attaque va s'étendre quelque part parce qu'elles vont utiliser de plus en plus elles-mêmes d'applications qui utilisent du GenAI ou de l'agentique, etc. Donc il va falloir à un moment donné, on peut pas passer à côté de ça pour des besoins métiers évidents et pour rester compétitif au niveau des entreprises, mais mettre en place aujourd'hui des garde-fous, en partie humains et aussi, pourquoi pas, avec un bon tooling qui vont permettre de régulièrement
bencher l'application GenAI, bencher l'agent pour vérifier qu'il n'a pas trop de privilèges, qu'il n'a pas trop de permissions à tel endroit ou sous telle donnée. Il y a un exemple qui est sorti il n'y a pas longtemps, la société Meta, qui a publié l'information de façon publique, qui montre que quelque chose d'extrêmement classique dans une société de ce type, où les ingénieurs sont très techniques et échangent entre eux, il y a un ingénieur qui a posé une question technique sur un forum interne, un autre ingénieur a dit tiens, je vais m'occuper de sa question, il a fait travailler un agent IA sur la réponse à la question technique, et l'agent a envoyé la réponse sans repasser par un contrôle préalable d'un humain qui aurait jeté un œil à la réponse, si ce n'est que lorsque le premier qui avait posé la question a appliqué strictement la réponse en question, il s'est retrouvé à publier tout un ensemble de données d'employés, d'utilisateurs personnels pendant 2 heures à des services qui n'étaient pas censés y accéder. Donc, tout ça pour dire que l'IA va être fondamentale, il va falloir la protéger, va être fondamentale dans la protection, mais il faut garder toujours un contrôle et avoir soit un humain, soit des outils, soit les deux probablement, qui vont permettre régulièrement de tester, de faire ce qu'on appelle du red teaming et de vérifier qu'il n'y a pas trop de permissions sur un agent à droite ou qu'un agent n'est pas en train de prendre des décisions tout seul sans qu'on ait pris garde. Finalement, on a encore besoin des humains, quoi. On a encore besoin d'experts en cybersécurité. On a vraiment besoin de l'IA. Et on a besoin d'avoir des petits checks et des petits contrôles humains, tooling. Quand je dis humain, il y a aussi des outils technologiques, des plateformes qui peuvent permettre quand même, heureusement, de se protéger à différentes étapes de l'adoption de cette IA. Alors, il y avait un autre chiffre également dans le rapport que j'ai trouvé intéressant, c'est que 23% des incidents impliquent des applications SaaS, certaines entreprises ayant une dizaine d'intégrations tierces oubliées, parfois liées à des anciens salariés. Comment aujourd'hui on gère une surface d'attaque comme celle-ci ? Alors là aussi, on touche un autre sujet du doigt. Effectivement, c'est l'usage du SaaS. On pourrait presque aussi, alors c'est pas exactement cette valeur sur le rapport, mais tout ce qui est supply chain logiciel aussi, qui sont tout un ensemble de risques. C'est-à-dire que même quand une entreprise dit j'ai pris toutes mes bonnes précautions, j'ai pris les bons outils que Palo Alto me conseille, etc. On sait bien qu'aujourd'hui une entreprise elle est connectée vers l'extérieur avec le SaaS, avec l'adoption des applications GenAI, ce coup-ci par les salariés eux-mêmes, qui évidemment ont envie tous d'aller utiliser un petit outil GenAI qui va les aider à améliorer leur grammaire dans un email ou dans un texte important pour eux, qui vont utiliser des développeurs à améliorer leur code, etc. Et donc là aussi, si on veut se prémunir contre ça, il y a 2 choses. On voit souvent que c'est des problématiques en fait de configuration, des problématiques de privilèges ou de droits sur ces applications SaaS qui sont tout simplement mal configurées. Et donc il faut avoir un mécanisme qui va permettre en continu de vérifier tout le temps que la configuration suive bien les règles de l'art, qu'on ne se retrouve pas avec une application SaaS avec l'ensemble des salariés qui auraient le droit d'aller modifier des données dans un CRM par exemple, dans l'entreprise, etc. Donc c'est vraiment en continu, en utilisant les bons outils et l'automatisation qu'on va être capable de bien se protéger là-dessus, contre ça. Alors, du coup, là, on va passer sur la deuxième partie. Je le disais, on a une émission en 3 parties. Donc là, c'est l'IA tient-elle ses promesses pour la cyberdéfense ? Alors, 94% des leaders en cybersécurité interrogés par le World Economic Forum indiquent que l'IA est l'un des plus grands facteurs de changement dans la cybersécurité pour 2026. Que ce soit la détection, la réponse, la prédiction. Est-ce que c'est un constat que tu vois aujourd'hui sur le marché de la cybersécurité au quotidien ? Alors, clairement, oui, la réponse est oui. C'est vraiment, comme on dit en anglais, un game changer, l'usage de l'IA. Sachant que quelque chose d'important, puisqu'on parle depuis un petit moment, Yasmine, aujourd'hui, on a dit IA des dizaines de fois. Ici, il faut vraiment faire la différence pour moi entre ce que j'appellerais l'IA de précision, celle qu'on utilise depuis une bonne dizaine d'années, machine learning, deep learning, qui joue évidemment un rôle clé, je vais y revenir, et l'IA générative ou l'usage des agents, vers quoi on va de plus en plus aussi pour la partie, l'agentique, aussi pour la partie cybersécurité. Donc si je commence par le premier sujet, l'IA de précision, effectivement, je suis pas du tout surpris par ces données dont tu viens de parler pour l'année 2026, parce que aujourd'hui, ce qui va être fondamental, c'est d'utiliser ces technologies, donc machine learning, deep learning, pour lorsqu'on va récupérer. Faut savoir que dans un système d'information d'une entreprise, d'une organisation lambda, on a des millions, pour pas dire des milliards d'événements qui ont lieu chaque jour. Mais oui, ça, les gens s'en rendent pas compte, en fait. Oui, c'est énorme. Le nombre de logs, je parle pas que d'événements d'attaque, on est d'accord. Là, je parle d'événements en général. Quelqu'un qui se connecte à droite, qui fait une manip sur son desktop, une imprimante connectée, un écran connecté, des centaines de millions, en tout cas, d'événements divers et variés qui vont avoir lieu dans un système d'information en général. Ce qu'on appelle des events ou des logs. Ok. Donc déjà, le premier rôle que va jouer une IA, mais que jamais des êtres humains ne pourraient réaliser, c'est que si on
on a pris, on va dire, les bons usages, c'est-à-dire de rassembler cet ensemble de data dans un data lake unique, homogène, dans lequel on va avoir, alors il y a un petit peu de technologie là, mais un data model unique, qu'il va falloir suivre en tout cas pour être le plus performant. Ce que va faire déjà l'IA, une fois de plus qu'on ne pourrait pas faire au niveau humain, c'est prendre ces centaines de millions d'événements variés et transformer ça en incident, lorsqu'il y a un risque d'attaque, en tout cas un incident avec un ensemble de contextes. C'est comme si on avait un pulse avec des milliers de pièces, et au lieu d'aller travailler sur ces pièces 3 par 3 ou 4 par 4, parce qu'on a les logs d'un côté des desktops, on a les logs de l'autre côté, de la protection réseau, etc., de l'identité et autres, on va tout mettre dans un data lake, et l'IA va faire le travail de remplacer, de déjà, quelque part, résoudre ce pulse, recomposer, pardonnez-moi, ce pulse sur 95% ou 99% des pièces. Et donc, lorsque un analyste, et on va voir qu'il n'y a pas forcément tout de suite d'analyste d'ailleurs qui va agir, il y aura peut-être d'autres évolutions, d'autres étapes, on va en parler, mais lorsqu'un analyste va regarder l'incident, il va avoir un contexte complet, il va pouvoir comprendre la totalité de l'histoire et voir effectivement que voilà, il s'est passé quelque chose d'un peu anormal à tel endroit sur un site web, sur le cloud ou j'en sais rien, que derrière, à un autre endroit, il y a un utilisateur, quelque chose de bizarre qui se passe, il y aura la corrélation entre les deux événements qui va déjà être faite, etc., etc. Donc là, l'IA joue vraiment un rôle clé. C'est ce qu'on appelle l'IA de précision parce qu'effectivement, quand on fait ça, il faut être précis. On ne peut pas commencer à inventer des histoires qui seraient fausses parce que ça ferait ce qu'on appelle des faux positifs et ça amènerait les analystes dans des mauvaises directions. Et le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, on enrichit maintenant de plus en plus ces plateformes. Et ça, je pense que c'est ce trend 2026, on voit bien arriver, et depuis un petit moment maintenant, en tout cas chez Palo, avec tout un ensemble d'autres IA, l'IA générative, de l'agentique, etc., qui vont quand même aider les analystes à gagner du temps aussi. C'est-à-dire que tout un ensemble de tâches où peut-être la précision est moins la clé, mais analyser une liste de menaces pour savoir si votre système d'information est concerné ou pas, mener tout un ensemble de tâches, pourquoi pas jusqu'à la remédiation, etc. Ben là, il y a des agents ou même simplement un prompt qui va permettre de gagner du temps, de simplifier les choses. Et on sait que la complexité est une menace aussi en termes de cyberdéfense. Donc c'est vraiment l'IA sur les deux aspects, mais voilà, je ne peux que être en phase quand j'entends que 2026 en termes de cyberdéfense va être l'année de l'IA. Ça a déjà bien commencé en tout cas. Alors moi, c'est vrai qu'en regardant un petit peu plus ce qui s'est passé récemment, j'ai vu quand même des attaques qui sont menées en partie par des IA agentiques qui sont assez effrayantes. Donc je peux comprendre effectivement la crainte, et notamment une attaque qui a eu lieu au Mexique où le cybercriminel en fait s'est fait aider par Claude, donc la version agentique de Claude, et il a réussi donc avec l'IA agentique de pouvoir exfiltrer, je crois, jusqu'à 150 gigas de données de personnalités gouvernementales avec des informations extrêmement sensibles. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, bon, on est en train de passer un cap finalement. L'IA aujourd'hui, elle est utilisée de façon sérieuse. L'IA agentique, c'est encore un nouveau, j'ai envie de dire, cap dans cette histoire-là. Et puis finalement, ça rejoint un peu ce qu'on se disait au départ, c'est-à-dire qu'on va avoir des IA qui attaquent 24 heures sur 24, qui n'ont pas besoin de se reposer, qui n'ont pas besoin de dormir, qui n'ont pas besoin de s'arrêter. Et puis en face, on a quand même des êtres humains qui, c'est un métier quand même qui est stressant, c'est un métier où on est sous pression, parce qu'on sécurise quand même tout un système d'information. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est dépassé ou pas? Est-ce qu'on a passé un cap où finalement, on n'est peut-être pas encore en mesure de répondre? Non, clairement la réponse est non, on n'est pas dépassé. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas se permettre, les organisations X, Y, Z ne peuvent pas se permettre de ne pas utiliser les mêmes moyens que les hackers. Et ces moyens, ils existent technologiquement, ils sont à disposition. Façon de parler, mais en tout cas, ils sont accessibles par l'ensemble des organisations, d'ailleurs, soit directement en propre, soit pourquoi pas avec des partenaires qui proposent des services managés, ce qu'on appelle des managed services en cyberdéfense. L'image, elle est simple. Tu as donné un exemple très bon où tu dis un hacker s'est appuyé sur un agent pour exfiltrer des données au Mexique, etc. Donc il y a eu un hacker, malgré tout, qui a donné quelque part, j'ai envie de dire, la stratégie, on va dire ça comme ça, mais il y a tout un ensemble de tâches qui ont effectivement été menées par les agents. Écoute, en défense, c'est très simple. Faut se battre à armes égales. C'est-à-dire aujourd'hui, une fois de plus, l'humain va continuer à jouer un rôle, mais il va peut-être pas effectivement réveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, il va devoir s'appuyer sur l'IA pour tout un ensemble de tâches. Mais il y aura toujours un humain qui va donner les guidelines, la stratégie, etc., la stratégie de défense, la gouvernance, etc. Donc, il y a vraiment à armes égales. C'est l'image que je retiendrai par rapport à l'exemple que tu as donné. Alors, tout à l'heure, tu as parlé aussi des évolutions des métiers quand tu parlais des analystes. Et donc, c'est vrai qu'en cybersécurité, souvent, on dit qu'on a un manque de talent par rapport aux besoins de sécurisation qu'on a. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est venu combler ce manque ou est-ce que ça a créé des nouveaux postes? Honnêtement, je pense que c'est un peu tôt quand même pour répondre précisément. Mais ce que je vois aujourd'hui, en tout cas à coup sûr, c'est deux choses.
La première, on l'a un peu dit déjà, mais il y a toujours besoin de l'humain. J'ai donné mon anecdote tout à l'heure sur Meta où un agent a donné une réponse et puis elle a eu des conséquences malheureuses, etc. Donc il y a toujours besoin d'un humain à différentes étapes pour contrôler les choses et pour valider des décisions ou une stratégie. Et puis deuxième chose, à coup sûr, c'est que pour faire tourner tout ça, il faut de toute façon des nouvelles compétences aussi. C'est un petit peu quand il y a eu la vague d'automatisation et d'orchestration. Je m'en rappelle très bien, il y a quelques années, aujourd'hui la plupart des SOC sont équipés d'outils. Je parle pas d'IA là, mais d'automatisation, d'orchestration, qui vont faire ce qu'on appelle des playbooks, etc. Maintenant, tout ça, c'est plutôt des agents d'ailleurs qui vont le faire, mais voilà. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait une grande inquiétude, mais ça y est, maintenant que tout est automatique, orchestré, il n'y aura plus d'analystes. Bah non, mais pas du tout. La seule chose, c'est qu'au contraire même, j'ai eu moi des retours d'expérience très concrets avec certains grands partenaires de Palo Alto Networks où ils m'ont expliqué que ça a été au contraire un moyen de retenir les talents. C'est-à-dire que leur métier a été varié, a été plus intéressant parce que dans ce cas-là, il s'agissait d'entretenir les playbooks, de les faire vivre, de faire un petit peu de DevOps, si j'ose dire, etc. Mais il y a la même chose et le même besoin avec l'adoption de l'IA. En tout cas, c'est ce que je constate aujourd'hui. On a encore peu de recul, mais aujourd'hui, on en est là. Alors, on arrive justement à la troisième partie de cette émission, Vibe Coding, chatbot interne et IA omniprésente. Alors justement, si je reprends quelques chiffres du rapport dont on a parlé au départ, on voit que presque toutes les entreprises aujourd'hui utilisent de l'IA pour coder, mais seulement 18% vont corriger leur code en temps réel. Est-ce que l'IA aujourd'hui devient un vecteur de vulnérabilité plus qu'un outil de défense ? Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que l'usage de l'IA dans le coding, c'est indispensable pour les entreprises, pour les métiers. Et de toute façon, si j'ai envie de dire les équipes IT ou les équipes Sécu voulaient freiner ça, les métiers, on le sait tous, on connaît l'histoire de l'IT, ils passeraient par du shadow, par des autres moyens pour le faire. Et pour des questions de compétitivité, on peut une fois de plus complètement le comprendre. Cet usage va amener des risques qu'on connaît tous dans le coding un peu traditionnel, etc., des vulnérabilités, on y reviendra, mais aussi des nouveaux risques, j'en dirai deux mots. Et il y a l'usage de l'IA pour bien se protéger et qui est vraiment indispensable aujourd'hui, on en a déjà parlé. Donc il n'y a pas d'opposition, il le faut ce deuxième usage de l'IA pour bien se protéger. Okay, si je reviens malgré tout au risque, effectivement, vulnérabilité, on a parlé de 18% dans le rapport de code qui était vulnérable, etc. Une fois plus de catégories. Le code vulnérable, depuis maintenant pas mal d'années, il y a des systèmes pour se protéger, ce qu'on appelle le shift left, c'est-à-dire essayer de protéger une future application dès la phase de coding. C'est-à-dire quand le développeur est en train d'écrire son code, on peut lui dire attention, il va y avoir une vulnérabilité, donc ça il peut corriger tout de suite. Ça évite d'aller déployer des VM, des applis qui vont être toutes vulnérables. Ok. Mais quand on parle d'IA générative, il faut bien avoir en tête, ou d'agentique bien sûr, qu'on a des architectures applicatives qui sont spécifiques à ça. On va utiliser des moteurs LLM, il va y avoir des serveurs, alors le terme MCP, qui vont être des serveurs intermédiaires, qui vont eux-mêmes aller piocher de l'information pour alimenter cette application GenAI. On va avoir de la data qui va aussi alimenter cette application. Bon après, de façon plus traditionnelle, l'appli va être hébergée sur une infrastructure, etc., etc. Et on a tout un ensemble de risques, maintenant c'est assez connu tout ça. Il y a un top 10 de risques qui ont été recensés par OWASP ou par Mitre Attack, etc., qui sont spécifiques à ça. Je ne vais pas tous les lister, je vous rassure, simplement deux petits exemples, parce que ceux-là, ils sont assez faciles à retenir. Prenons l'exemple d'IA générative avec un prompt, c'est tout ce qu'on appelle le prompt injection. C'est-à-dire que tout ce qui va être des manips, qui peuvent être parfois pilotés par des hackers, des fois ça peut être par mégarde, mais ça peut être aussi piloté par des hackers, qui vont faire qu'on va essayer de détourner tout simplement l'application de son usage réel. Et là, on a des exemples concrets avec des clients qui ont déjà vu effectivement des attaques qui sont passées par ce biais-là. Deuxième exemple, qui est spécifique une fois de plus à ce genre d'architecture applicative, c'est ce qu'on appelle le data poisoning. C'est-à-dire que c'est un peu comme la propagande, c'est-à-dire le fait qu'on a tellement alimenté l'application avec des informations qui sont fausses qu'à la fin, pour elle, c'est ça la vérité, puisqu'il ne faut pas oublier que derrière, il n'y a que des modèles statistiques, c'est des mathématiques, donc à force de dire que une telle information, même complètement fausse, est la réalité, l'IA, elle va croire que c'est la réalité. Bon, là, ce sont des exemples basiques que je donne, mais on peut imaginer aisément comment les hackers, eux, vont manipuler tout ça. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête par rapport à ça, et je conclurai là-dessus, c'est que nous, ce qu'on essaie en tout cas Palo Alto Networks de promouvoir, c'est d'avoir une vue holistique de tout ça et de protéger l'ensemble de la chaîne. Du coding, le scanning des moteurs LLM, faire quelque chose qu'on appelle du red teaming, c'est-à-dire vérifier régulièrement qu'une application avec un prompt ne dérive pas. On sait que ça peut dériver pour de bon, mais dans sa dérive, n'amène pas tout d'un coup une réponse qui amènerait vers, je sais pas moi, un site malveillant, une attaque, etc. Et puis la partie data qu'on peut vérifier, la partie fuite de données, enfin toute la chaîne doit être vraiment prise en compte. Et comme je disais dans cette partie, je voulais également parler des chatbots. Alors, on a eu toute une période, on a eu beaucoup de chatbots internes qui ont été construits par des entreprises, justement pour éviter d'utiliser des IA qui ne seraient pas sécurisées. Au final, on se rend compte sur les derniers mois que c'est des projets qui ont été abandonnés par les entreprises en question. Donc,
Pourquoi elles ont été abandonnées? Est-ce qu'elles ne répondent pas aux besoins réels des métiers? Est-ce qu'elles évoluent beaucoup moins vite que les IA externes? Alors, comment on arrive à sécuriser tout en utilisant finalement des IA qui ne sont pas des chatbots internes? Alors, forcément, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces projets ont été abandonnés, mais c'est vrai que ces statistiques sont assez connues, je vais en citer une dans 2 minutes, mais il y a plusieurs raisons. Probablement des raisons de on avait mal qualifié le besoin, on n'avait peut-être pas anticipé, je sais pas, le ROI, etc. Mais une de nos convictions, c'est qu'une des raisons, c'est que malheureusement, bien souvent, l'aspect cybersécurité de l'adoption de ces applications IA n'avait pas été pris en compte en amont. Du coup, quand les équipes projets ou métiers se sont quand même retrouvés à mettre, et je vais donner des exemples là-dessus, à mettre en production un chatbot interne ou externe, il y a quelqu'un quand même tout là-haut qui a dit mais on est sûr quand même qu'on ne met pas la compagnie à risque, et là ils ont dit oups, on n'avait pas pensé, t'as raison, peut-être qu'il y a un petit risque, etc. La donnée dont je voulais parler, c'est il y a quelques mois, peut-être 1 an maintenant, Stanford avait sorti une étude qui montrait que seulement 6% des projets IA, enfin des entreprises qui avaient mené des projets IA, avaient pensé effectivement à l'aspect cybersécurité en amont, d'accord. Ouais. Donc clairement, ça c'est vraiment un des éléments qui explique ce taux d'échec sur ces projets. Alors, on arrive à la fin de cette émission. J'ai une dernière question qui va un petit peu à contre-pied d'une des questions que j'avais posées, parce qu'on s'était justement sans focus il y a quelques minutes sur la sophistication des attaques. Et on se disait finalement parfois des attaques simples peuvent marcher et que l'IA vient booster des attaques déjà qui n'étaient pas très sophistiquées. Mais il y a quand même quelques attaques un peu sophistiquées, justement certaines attaques étatiques, et je pense notamment au malware russe LamHug, qui apparemment aurait été... C'est une IA qui pilotait une autre IA. Donc moi, je me suis posé la question, est-ce que ce type d'attaque étatique, en plus, pourrait devenir de plus en plus présent, de plus en plus prégnant et surtout de plus en plus sophistiqué? Alors c'est aussi ce qui ressort de notre rapport, effectivement, même si ça ne contredit en rien ce qu'on a dit tout à l'heure sur le ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour faire au moins des attaques professionnelles, pas forcément sophistiquées. L'IA, tout le monde y a accès. Donc effectivement, là, si on parle d'APT et d'attaques étatiques, on constate dans ce même rapport, donc nos experts Unit 42, qu'on a une tendance à un vrai risque de généralisation effectivement de l'usage de l'IA pour que les attaques étatiques, et on le sait tous, qui étaient déjà relativement complexes à arrêter et à contrer, soient encore plus, on va dire, elles, sophistiquées pour le coup, encore plus puissantes. Peut-être demain entièrement piloté par des agents, et pas des agents logiciels, et extrêmement compliqué à contrer. Alors là, on en revient un peu à quelque chose, et ce sera peut-être même le mot de fin, c'est que se protéger à 100%, c'est pas possible, d'accord. Malgré tout, mettre en place ce qui va bien pour une fois plus qu'on est rentré dans le système d'information, être capable de le détecter extrêmement vite, être capable de remédier rapidement, plus des systèmes qui vont faire que, si on parle d'agents tout à l'heure, régulièrement, mon red teaming là, dont je parlais, on va toujours vérifier qu'un agent n'a pas trop de permissions, etc. Ouais. Tout ça sont les éléments clés qui vont permettre de limiter les dégâts. Et je pense que c'est ça qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que mettre en place les bons mécanismes, les process, la gouvernance, mais les outils qui vont permettre d'utiliser l'IA pour limiter les dégâts, parce qu'il y a certaines attaques qui seront sophistiquées et qui vont sans doute usurper une identité, pénétrer dans un système d'information. Mais là, je peux encore avoir beaucoup de moyens de la stopper avant qu'elle fasse trop de dégâts. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Eric, pour tes réponses. Ça a permis de donner un éclairage sur justement la question de l'IA dans le secteur de la cybersécurité. Je remercie également le public qui nous a suivis. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder, jeter un coup d'œil à ce Global Incident Response Report qui est fait par Palo Alto Networks. Beaucoup d'informations, on a pu en regarder quelques-uns, mais finalement, il est encore plus riche que ça, donc n'hésitez pas à aller le lire. Et puis surtout, merci de nous avoir suivis jusque-là. Commentez, partagez, et puis je vous dis à une prochaine émission sur notre Cybertalk. Merci beaucoup, merci Yasmine, et merci à tous.